Le 16 décembre 2012, une jeune femme rentrait chez elle dans un bus comme celui-ci. Elle n'est jamais arrivée à destination. Elle a été victime d'un viol collectif. Elle a été sauvagement battue à mort. Le viol a été si horrible qu'il a provoqué une vague de manifestations dans tout le pays. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander au gouvernement d'en faire plus pour protéger les femmes. Alors que les médias ont les yeux rivés sur Delhi, le monde découvre à quel point l'Inde est dangereuse pour ces femmes. Ici, une femme se fait violer toutes les 21 minutes. Une femme se fait assassiner à cause d'un problème de dot toutes les heures. Et des milliers de femmes comme celle-ci sont attaquées à l'acide et défigurées parce qu'elles ont refusé une demande en mariage. Mais je suis venu en Inde pour essayer de percer à jour son plus grand secret, le trafic d'êtres humains. Qu'il s'agisse de travail forcé ou d'esclavage sexuel, c'est l'une des plus grandes industries du pays. Plus de 100 millions de personnes sont concernées par ce trafic. C'est toute une génération d'enfants qui a été sacrifiée. J'espère que ma fille reviendra. J'attends désespérément qu'elle revienne. Je vais infiltrer des maisons closes pour montrer ces jeunes filles contraintes de se prostituer. J'ai été enfermée pendant 3 ans. Il a payé très cher parce que j'étais vierge. Et je vais rencontrer des trafiquants qui sont prêts à tout pour protéger leur commerce sordide. Vous dites que vous les tuez, elles sont tuées. J'en ai tué 400 ou 500, peut-être même plus. Je suis à Mumbai, la place financière de la plus grande démocratie du monde. Cette mégapole de plus de 20 millions d'habitants abrite les studios Bollywood, certains des plus riches milliardaires du pays et la plus grande industrie du sexe de toute l'Asie. Ce sont les Indiennes les plus pauvres qui en sont victimes. Elles sont destinées à une vie de souffrance inimaginable. L'ampleur du trafic d'êtres humains en Inde est difficile à mesurer. Selon des sources gouvernementales, plus de 100 millions de personnes seraient concernées, ce qui représente près de 10% de la population. Je veux savoir qui sont les victimes de ce business cruel et d'où elles viennent. Je me dirige vers un quartier chaud de Mumbai, où il y aurait de nombreuses travailleuses du sexe exploitées contre leur volonté. Je vais rencontrer un journaliste local qui s'appelle Nandan Kinai. J'espère qu'il pourra nous ouvrir les portes de ce commerce très secret et complètement illégal. Nandan, c'est difficile de s'introduire dans cette industrie du sexe qui pèse des millions de dollars ici à Mumbai. C'est quasiment impossible, parce que ce business est dirigé par toutes sortes de criminels qui sont protégés par les politiciens d'ici et les autorités locales. Ça représente énormément d'argent pour beaucoup de gens très importants. Ouais. Et en fin de compte, ceux qui en souffrent, ce sont les plus démunis qui se sont fait entraîner là-dedans. Il y a énormément de femmes qui se font exploiter et embrigader de force. Nous quittons l'artère principale pour nous diriger vers Sonapur. C'est l'un des nombreux quartiers chauds de Mumbai où vit principalement la classe ouvrière. Ce quartier est contrôlé par des gangs criminels qui font venir des jeunes filles de toute l'Inde en leur promettant une vie meilleure. Mais en réalité, elles sont vendues aux enchères et finissent dans des maisons closes. La plupart de ces femmes sont des prostituées et elles sont incroyablement méfiantes à l'égard de la caméra. La prostitution est légale, mais fortement stigmatisée. Alors même avec l'aide de Nandan,
trouver quelqu'un qui accepte de nous parler ne sera pas facile. Il y a une famille ici. Mais les filles n'ont pas l'air d'avoir envie de nous parler. Non, elles ne parleront pas. Elles nous parleraient? Mademoiselle, vous accepteriez de nous parler? Vous voulez bien? Vous voulez? Elle est au téléphone. Elle s'éloigne. Manifestement, les jeunes filles, celles qui sont exploitées, ne veulent pas qu'on les voie ici. Vous ne voulez pas être filmé? Vous ne voulez pas nous parler? Ok. Les femmes plus âgées, ça ne les dérange pas d'être filmées, parce qu'elles sont là depuis longtemps. Elles sont bien établies ici. Minashki Amma est arrivée à Mumbai il y a 35 ans. Quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes prostituée? Je me suis prostituée pendant 3 ans et j'ai arrêté. Et maintenant, vous êtes une maquerelle. C'est vous qui tenez la maison close. J'ai juste une fille qui vient des terres. Je partage l'argent avec elle. Sur 100 roupies, on fait 50-50. Et quel âge a-t-elle? Je ne sais pas quel âge j'ai. Elle a dans les 20-25 ans. Elle ne les fait pas. Et elle sait d'où elle vient? Je viens de Pune et je suis venue à Mumbai. Comment est-elle arrivée ici? Comment est-elle allée de Pune à Mumbai? Je suis venue à Mumbai en train. Mais juste au moment où j'allais obtenir des réponses sur ce trafic, l'ambiance s'est mise à changer. Arrête de filmer. Manifestement, les proxénètes ne veulent pas que les filles répondent à mes questions. Et les filles ne veulent pas qu'on fasse fuir leurs clients. Tout à coup, les gens se mettent à courir. Ça a été difficile d'entrer dans cette zone, mais une fois à l'intérieur, ça a été encore plus difficile de trouver des filles qui se font exploiter. On m'a dit qu'un tiers des filles qui travaillent ici ont été vendues. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est cette jeune fille, qui est clairement atteinte de troubles mentaux. On a appris qu'elle avait eu au moins 6 clients ce soir. Et elle vend son corps pour 30 centimes d'euros. Ça a été une soirée frustrante, mais elle a confirmé 2 choses. D'une part, les filles ont trop peur pour nous dire à quel point elles sont jeunes. Et d'autre part, ce n'est pas avec une équipe de tournage que je réussirai à les approcher. Si je veux connaître leur âge et savoir comment fonctionne l'esclavage sexuel à Mumbai, je vais devoir filmer en caméra cachée. Cette caméra devrait nous permettre de savoir à quel point les filles sont jeunes et combien elles sont dans ce quartier. Ce sera très risqué. Notre guide interprète nous a dit que si on se faisait repérer, il s'en prendrait à nous. Alors espérons qu'il ne trouve pas notre ami. Je me rends à Kamatipura, le quartier chaud le plus ancien de Mumbai et le plus grand d'Asie. Ce quartier a la réputation d'exploiter des enfants. Malgré les tentatives pour éradiquer ce trafic, en 2012, le gérant d'une maison close a été arrêté pour avoir exploité un bébé de 2 mois. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour être approché par l'un des nombreux proxénètes. Tu veux une petite fille? Ouais. Jolie et jeune. Elles sont toutes jeunes. Ah oui? Ils m'emmènent dans plusieurs maisons closes. Ils allument la lumière de façon théâtrale et plusieurs filles s'alignent devant moi, offrant leur corps pour moins de 6 euros. On me dit qu'on force les filles à prendre des stéroïdes pour que leur poitrine se développe plus vite. Mais sous le maquillage et les talons hauts, beaucoup semblent très jeunes. Il faut marcher sur plusieurs kilomètres pour comprendre l'ampleur de ce commerce. Il y a 13 autres rues comme celle-ci, avec des centaines de maisons closes qui proposent des milliers de filles.
La plupart d'entre elles ont été kidnappées et viennent de toute l'Inde. Ça vous plaît pas? Je cherche autre chose. Je ne peux pas m'empêcher de me demander combien de kilomètres elles ont parcouru avant de finir à Mumbai. J'en ai vu assez, ça va aller. Je vais leur dire que je pars. T'es sûr que c'est bon? Le plus dur pour moi, c'était de regarder les filles dans les yeux et la façon dont elles étaient ballottées, alignées devant nous et poussées contre le mur. Quand ils allumaient les lumières, on savait qu'elles avaient été placées dans le noir ou qu'elles venaient d'avoir des rapports sexuels avec un client. La peur dans leur regard me hantera très longtemps. On estime à 65 millions le nombre de victimes du trafic d'êtres humains en Inde. Mais en trouver une qui veuille bien nous parler s'avère extrêmement difficile. À force d'efforts, nous apprenons qu'une femme qui a été exploitée étant enfant est prête à nous raconter son histoire. J'espère que cette femme est derrière la porte et qu'elle va nous expliquer comment elle a été victime de ce trafic à 12 ans. Bonjour. Il y a 15 ans, Rajashri vivait à des centaines de kilomètres de là, dans un village près de Bangalore. Comment êtes-vous devenue une prostituée? J'étais toujours à l'école quand j'ai été amenée ici. On m'avait promis un emploi de laveuse de bouteilles, alors j'étais d'accord. Mais ensuite, j'ai été vendue dans ce commerce dégoûtant. Ils m'ont enfermée dans une pièce et les clients ont commencé à arriver. C'est là que je suis devenue une prostituée. Vous avez 12 ans, et cette femme vous enferme dans une pièce. Vous vous souvenez du premier homme qui a passé la porte? Vous vous rappelez? Ils lui ont dit que j'étais vierge. Alors il a payé très cher. Et vous étiez vraiment vierge? Je n'avais jamais eu de rapport sexuel. Dans mon village, c'était tabou. Ils m'auraient tuée et jetée dans une rivière. Vous aviez combien de clients par jour? 10, parfois 15 par jour. Et la nuit aussi. J'ai été enfermée pendant 3 ans. À cet âge-là, on est censé jouer avec ses amis plutôt que d'être forcé à travailler. Ils m'ont volé mon enfance. Aujourd'hui, vous voyez encore des filles qui ont l'âge que vous aviez à l'époque et qui ont été enfermées comme vous. Ce genre de choses arrive encore aujourd'hui? Ça ne cessera jamais. C'est ignoble qu'un être humain puisse traiter une enfant de 12 ans de cette façon. Il l'a sûrement déshumanisée. Dans ses yeux, on lit une sorte de torpeur. Elle a le regard vide. Elle n'avait pas l'air émue parce que je pense que toutes les émotions humaines qu'elle avait quand elle était enfant ont disparu. Elles ont été détruites. Malheureusement, l'histoire de Rajashri n'en est qu'une parmi des millions dans un commerce qui pèse des millions de dollars. La plupart de ces pauvres filles ont été vendues ou kidnappées dans des zones rurales pauvres et on les oblige à travailler dans un réseau de maisons closes à travers tout le pays. Mumbai, Delhi, Bangalore et Chennai. Je me rends dans le Bengale occidental, l'État qui fournit le plus de filles de tout le pays. Il y en a tellement qui viennent d'ici qu'on appelle cette zone la source. Je vais dans les Sundarbans, l'une des régions les plus pauvres du Bengale occidental.
La région se trouve à cheval entre l'Inde et le Bangladesh. Ici, la plupart des habitants vivent de la pêche à la crevette ou du travail dans les fours à briques. On estime que près de la moitié d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Cette région, incroyablement pauvre, est réputée pour la beauté de ces jeunes femmes. Ces deux facteurs en font un terrain de chasse idéal pour les trafiquants. Certains villages ont été si touchés que dans chaque famille, il manque une fille. Je suis avec le docteur Gangopadhyay, qui mène des recherches sur le trafic d'enfants dans les Sundarbans. Ici, il manque des dizaines de milliers de filles, parce que c'est une région pauvre et frontalière, ce qui facilite le trafic des enfants. Et très peu de familles signalent la disparition de leurs filles. On en retrouve certaines, mais en règle générale, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Nous partons à la rencontre de Jarna Sadar, dont la petite fille a été kidnappée. C'est votre fille? Ça fait 1 an qu'elle a disparu. Que s'est-il passé? Je travaillais dans les champs. Je ne sais pas comment ils l'ont eue. Vous travailliez dans les champs et votre fille, elle était où? Elle était à la maison. Moi, je suis partie à 6 heures du matin. Et quand je suis revenue vers 14 heures, elle n'était plus là. Impossible de la trouver. Que craignez-vous qu'elle soit en train de faire? J'ai peur qu'elle ait été vendue. Je ne sais pas ce qui la force à faire. Je pense qu'elle a été vendue. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que le trafic sexuel? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est une question très difficile, mais vous pensez que vous reverrez votre fille? J'espère que ma fille reviendra. J'attends désespérément qu'elle revienne. Dieu seul sait ce qui lui est arrivé. J'ai aucune nouvelle d'elle. Et vous savez où est cette femme? Celle qui a emmené votre fille à Delhi? Oui, je sais. Elle vit près du canal, là-bas. C'est une question que je pose à tout le monde. Si vous connaissez tous cet homme et cette femme qui s'attaquent à vos enfants, pourquoi vous ne faites rien contre eux? On a essayé tellement de fois. On est allé voir la police plein de fois, mais le problème, c'est que cette femme les soudoie. Et du coup, c'est nous qui sommes menacés par la police et les gangsters. On va assurer la sécurité de ses enfants, veiller sur elle et la protéger, et on va aller affronter ces personnes. On n'est pas venu jusqu'ici pour rester les bras croisés. On va leur expliquer toute la souffrance qu'ils provoquent et on va leur dire qu'il faut que ça cesse. Allons-y. Allons trouver ces personnes. Elle habite où? Même si je veux absolument retrouver cette femme, je sais que j'ai peu de chance d'y parvenir. Elle est là? Apparemment, on l'a prévenue de notre arrivée. Les nouvelles vont vite. Ses voisins sont là, mais pas elle. Je vais leur demander s'ils savent qui elle est et où elle se trouve. Qui habite là? Quoi qu'ils disent, je suis convaincu qu'ils savent comment elle gagnait ou gagne sa vie. Vous savez qu'elle se livre au trafic d'enfants? Non. Elle le fait plus. Avant, elle enlevait des petites filles, mais plus maintenant. Et où est-ce qu'elle les emmenait? À Delhi. Vous vivez à côté de chez elle, vous savez forcément ce qu'elle fait. Personne ne dit rien.
Ça a été un voyage plein d'émotions. Dès que ça touche des enfants, ça change votre point de vue. Ici, on est entouré d'enfants et on sait qu'il y a une trafiquante qui vit juste à côté et qui a enlevé des milliers de petites filles pour les abandonner à une vie de souffrance. Cela dit, quand j'ai commencé ce voyage, je trouvais ça complètement incompréhensible. Mais maintenant, je comprends mieux comment ce genre de choses peut arriver. D'abord, il y a la pauvreté, et ensuite, il y a l'espoir d'une vie meilleure. Si vous dites à ces enfants qu'ils auront un meilleur emploi, ils vont sauter sur l'occasion, parce que l'alternative, c'est ça. Travailler dans un four à briques ou pêcher des crevettes. Ce que fait cette femme est tout à fait répréhensible. Mais maintenant, je comprends mieux comment elle s'y prend et comment elle arrive à mener ses activités en toute impunité. Une fois que les trafiquants ont réussi à emmener leurs victimes loin des Sundarbans, très peu d'entre elles reviennent. La plupart ont trop peur pour même envisager de s'échapper. Comme dans beaucoup de campagnes indiennes, cette région est très traditionnelle et le sexe en dehors du mariage est complètement tabou. Une fille qui a travaillé comme prostituée, même si elle y a été obligée, sera couverte de honte, ostracisée, voire tuée. C'est l'un des tours les plus cruels des trafiquants. Enlever des villageoises et les forcer à se prostituer, sachant que le village et leur famille ne voudront plus jamais d'elles. Mais il y a des exceptions. Les parents d'une de ces jeunes filles ont accepté de la reprendre. Elle a passé 2 horribles années en tant qu'esclave à Delhi. Nous allons rencontrer une enfant de 12 ans qui a été enlevée quand elle avait 9 ans. Elle vient des Sundarbans. Ses parents seront là quand nous l'interrogerons. Nous devons rester conscients que c'est un sujet très sensible et que ce sera très embarrassant pour elle de nous raconter la vérité sur ce qui lui est arrivé ces 3 dernières années. Les trafiquants comptent sur la réticence des victimes et de leurs familles à les dénoncer, ce qui leur permet de garder leur commerce secret tout en continuant à semer le malheur autour d'eux. Mamoni vient juste de s'échapper. Elle a déjà pris la décision courageuse de dénoncer ceux qui l'ont enlevée. En racontant son histoire, elle et sa famille risquent des représailles de la part des trafiquants ou d'être exclus du village. Mais en racontant la vérité, elle espère sauver d'autres filles comme elle. Peux-tu me dire ce qu'il t'est arrivé quand tu avais 9 ans? Un jeune homme est venu au village et t'a promis de t'emmener à Calcutta. Que s'est-il passé? Il m'a dit qu'il pourrait m'obtenir du travail. Elle n'avait que 9 ans. Elle allait à l'école ou elle travaillait déjà? J'allais à l'école. Qu'est-ce que cet homme t'a promis pour que tu quittes ta famille? Il m'a promis à manger et un bon travail. Il m'a dit que je pourrais gagner 2000 à 3000 roupies par mois. Il faut que je lui pose la question, et je sais que ça doit être terriblement difficile d'en parler. Mais ces personnes ont-elles abusé d'elle quand elle avait 9 ou 10 ans? Il buvait, il me tripotait et il me violait n'importe où. J'ai subi des pénétrations vaginales, anales et des fellations. Combien de fois cet homme a-t-il abusé de toi? 2 fois par jour, pendant 2 ans. Et si je me plaignais, il me battait. Finalement, je me suis enfuie. Que pense-t-elle des gens qui l'ont arraché à sa famille et qui l'ont enfermé? Que pense-t-elle de cet homme et de cette femme? Ce sont des gens mauvais, qui font souffrir beaucoup de filles. Qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Mes parents ont accepté de me reprendre. La plupart des filles enlevées dans les campagnes arrivent ici.
Environ 25 000 enfants disparaissent du Bengale occidental chaque année. Et ce sont des statistiques officielles. Ici, tout le monde dit qu'il pourrait y en avoir 4 fois plus, des centaines de milliers. Les chiffres sont choquants. Et dans cette banlieue de Calcutta, les gens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ses habitants sont majoritairement musulmans. Ce quartier est l'un des plus pauvres de la ville. Environ 12 enfants ont été portés disparus ces 6 derniers mois. Nous allons rencontrer une de ces familles dont l'enfant a été enlevé. En échange, elle nous demande de l'accompagner au poste de police pour plaider sa cause. Manifestement, elle pense que la police n'en fait pas assez pour retrouver sa fille. Bonjour, comment ça va? Merci d'avoir accepté de nous parler. Depuis combien de temps votre enfant a disparu? Ça fait 4 mois et 4 jours. Oui, c'est ça. Quel âge avait-elle? 2 ans et demi. Elle me manque beaucoup, si vous saviez à quel point. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Pensez-vous que les autorités en font assez pour retrouver votre petite fille? À chaque fois qu'on va les voir, ils nous disent qu'ils continuent les recherches, mais on n'a jamais vu le moindre rapport. J'espère, tout comme ses parents, qu'elle est vivante, en bonne santé et qu'on ne lui fait pas de mal. Mais vu ce qui se passe ici, c'est malheureusement très peu probable. Il est temps de quitter les ruelles étroites de la banlieue pour aller dans le centre-ville et affronter la police. On est avec la famille et les doyens de la communauté. Ils sont scandalisés de voir que la police et les autorités ne font presque rien pour trouver les personnes qui ont enlevé la fillette. Ils sont venus pour se plaindre. Nous retrouvons devant le poste de police un des représentants de la communauté qui parlera au nom de la famille. La caméra tourne. C'est pas possible? Évidemment, la police est loin d'être ravie de voir notre caméra. On peut rentrer? La caméra est interdite, mais nous, on peut y aller. À l'intérieur, j'observe le représentant de la communauté essayer d'obtenir des réponses d'un officier de police très réticent. Pour résumer, le premier officier a transmis l'affaire à un second officier, qui a transmis l'affaire à un troisième officier, qui nous a simplement jetés dehors. Oui, vous voyez comment ils nous traitent? Ça se passe comme ça ici. Et on est obligé de coopérer avec eux. Arrêtez de filmer. Ils désapprouvent les caméras. Ils désapprouvent si ça leur chante. Moi, je désapprouve leur comportement. Quand on est entré pour demander ce qui a été fait ces 4 derniers mois pour retrouver la fillette, on s'est rendu compte que presque rien n'avait été fait. Aucun policier n'a voulu parler, peut-être à cause de la caméra ou peut-être pas. Mais ils n'ont donné aucune information sur leur recherche pour retrouver la petite fille. Le manque d'intérêt et l'indifférence générale des autorités font clairement partie du problème. Mais est-ce parce que la police se sent complètement impuissante face à l'ampleur du phénomène? Ou est-ce parce que, comme beaucoup le suggèrent, la police est corrompue et certains officiers sont eux-mêmes impliqués dans ce trafic? Mais il y a au moins une unité de police qui semble être au-dessus de tout soupçon. Au sein de la police judiciaire de Calcutta se trouve la très respectée Unité contre le trafic d'êtres humains. On y va. Unité contre le trafic d'êtres humains, protection des femmes et des enfants, police judiciaire, Bengale occidental.
L'inspectrice en chef, Sabari Bhattacharjee, est l'une des femmes policières les plus haut gradées ici, et c'est une héroïne pour les femmes qu'elle a sauvées. Combien de personnes travaillent pour vous? Nous sommes seulement 13 au sein de la police judiciaire. 90 millions d'habitants au Bengale occidental et 13 policiers pour s'occuper du trafic d'êtres humains. Oui, Vous manquez cruellement d'effectifs, non? bien sûr, nous faisons face à un sérieux problème de sous-effectifs. Vous avez combien d'ordinateurs? 1, 2 et 3. Comment ces filles sont-elles achetées et vendues? En général, elles sont vendues par des proches, le frère du frère ou la belle-sœur du frère. D'abord, ils se procurent la fille, puis ils l'emmènent à la gare ou à l'aéroport, où elle passe dans d'autres mains. Elles sont déplacées, vendues et parfois pire. Certaines sont même tuées, non? Oui, dans ce secteur, une fille se faisait exploiter. J'ai mené moi-même l'enquête et je n'ai retrouvé d'elle que 3 bouts d'os. Et c'est tout ce que vous avez trouvé? Dans certaines provinces, on accuse la police de travailler activement avec les trafiquants. C'est vrai? L'implication de la police est un problème très grave. Donc ça arrive. Oui, dans toutes les professions, il y a de la corruption. Mais il faut la combattre. Bien sûr. Il faut la combattre. Et c'est ce qu'on fait. À l'évidence, cette inspectrice s'investit dans son métier. Elle est passionnée et elle veut à tout prix traduire ces criminels en justice. Mais elle manque cruellement de moyens et elle travaille dans un pays où le système judiciaire est quasiment paralysé. Tout se fait sur papier, il n'y a pas de système informatisé ici. On estime que si la justice arrêtait de traiter de nouvelles affaires, il lui faudrait 300 ans pour récupérer son retard. Depuis que je suis en Inde, j'ai réussi à rencontrer de nombreux acteurs de ce trafic d'êtres humains, les victimes, leurs familles et les enquêteurs. Mais ceux que je veux rencontrer plus que tout, ce sont les trafiquants. Après pas mal de négociations et beaucoup de recherches, on est parvenu à se mettre en relation avec un trafiquant qui emmène de jeunes villageoises du Bengale occidental dans les plus grandes villes indiennes et notamment à Mumbai. Je ne sais pas ce qu'il est prêt à nous révéler sur son trafic, mais il a accepté de nous parler à la condition de ne pas dévoiler son identité et de nous rencontrer dans un lieu tenu secret. Après avoir regardé dans les yeux ses parents qui ont perdu leur fillette de 2 ans et demi, sachant que cet homme fait partie de ce trafic, ça va être très dur de ne pas montrer mon dégoût pour ce criminel et pour ce qu'il fait. J'imagine que c'est un moyen pour lui de conserver son anonymat, mais nous n'arrêtons pas de tourner en rond. Après 2 heures de route en dehors de Calcutta, on nous dit de terminer à pied. Cet homme a l'air extrêmement méfiant et nous avons dû faire des pieds et des mains pour le rencontrer. Nous sommes dans une zone très rurale. Le trafiquant utilise un pseudonyme, Khan. Il est très riche, très riche. Et apparemment, il possède des appartements à Delhi et à Calcutta. Et il en possède plus d'un. Il fait passer son commerce pour une agence de recrutement. Après nous avoir fait patienter pendant 1 heure, M. Khan émerge de la forêt. Ce n'est pas le genre de personne auquel je m'attendais. Il a commencé sa carrière comme appât dans des guet-apens. Il faisait croire à de jeunes filles qu'il allait les épouser, et une fois en ville, il les vendait. Aujourd'hui, plus de 75 trafiquants travaillent pour lui, et il fait l'objet de plus de 25 enquêtes pour différents délits. Mais il n'a jamais été poursuivi pour ses crimes. J'aimerais savoir combien de filles il a vendues
Et depuis combien de temps il est trafiquant? Je fais ça depuis 7 ans. Combien de filles? J'en ai vendu 3 ou 4 000, peut-être plus. Comment vous choisissez les filles que vous allez vendre? On va dans les communautés pauvres, souvent musulmanes ou tribales, et on cherche de vraie beauté. Puis, on vend les filles aux enchères et elles partent au plus offrant. Une fille se vend combien aux enchères? Ma meilleure vente, ça a été 1 million de takas. Selon certaines sources, vous enlevez des filles qui ont à peine 9 ans. C'est vrai? 9 ans, non, mais 12 ans, oui. Si l'enlèvement d'une fille a provoqué un tollé, vous rendez la fille à sa communauté ou pas? Non. Ok. On nous a dit que si vous ne les rameniez pas, c'est parce que vous les tuez. Est-ce que c'est vrai? Si les filles essaient de s'enfuir, ou si elles causent des problèmes, alors on les tue et on les enterre. Alors vous êtes en train de me dire que vous les tuez? Elles sont tuées? Oui. Si les policiers consoudois ne peuvent pas se charger de l'affaire, si c'est la police judiciaire qui s'en occupe, alors on tue les filles. Donc vous tuez des filles. Vous savez combien vous en avez tué? On ne les compte pas. Dans les 400 ou 500. Il dit qu'il est responsable de la mort d'au moins 400 jeunes filles. Il y a des gens qui peuvent se demander pourquoi vous admettriez avoir causé la mort de 400 filles. Pourquoi vous me diriez ça? Pourquoi vous diriez la vérité? Vous dites la vérité? Je vous dis la vérité. Vous allez continuer à tuer des jeunes filles pour sauver votre peau. Si j'ai des problèmes avec, je devrais continuer à tuer. J'en ai fini avec lui, je vais le tuer. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Comme vous pouvez le voir, nous sommes tous les deux sous le choc. Et l'équipe aussi. J'en ai vu et entendu des choses depuis que je fais cette émission. Mais là, nous savons de sources sûres que cet homme est bien celui qu'il prétend être. Et on est tous choqués de voir que quelqu'un est capable de tuer de sang-froid 400 jeunes filles pour sauver sa peau. De dire que c'est lui ou elle et qu'il est prêt à tuer encore. C'est l'une des choses les plus choquantes auxquelles j'ai assisté. Ça me rend malade. Je n'aurais pas dû le laisser partir. Malgré la beauté et la gentillesse de ses habitants, le Bengale occidental possède une histoire terrible. Les filles sont emmenées à des milliers de kilomètres de leur village, dans des villes à travers toute l'Inde. Beaucoup finissent dans les rues de Mumbai. Pour moi, c'est juste une escale avant mon retour. Mais la plupart de ces filles ne partiront jamais d'ici. Beaucoup sont amenées ici de force. Elles sont retenues captives jusqu'à ce qu'elles aient trop honte pour rentrer chez elles. Pour survivre,
La plupart continuent à travailler dans l'industrie du sexe parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Pour moi, le plus tragique, c'est la fin douloureuse qui attend beaucoup de ces filles. Étant donné la nature de leur profession, elles courent tout le risque de devenir séropositives. À l'ombre des tours de Mumbai qui ont coûté plusieurs millions de dollars, une femme est étendue sous une bâche. Elle a le sida et la tuberculose. C'est le dernier chapitre pour de nombreuses femmes exploitées de ce pays. Cette femme était une prostituée. Elle a le sida depuis 6 ans. Pendant combien de temps vous avez fait le trottoir? 20 ans. 20 ans. Vous avez quel âge? 40 ans. 40 ans. J'ai été ramenée de l'Andhra Pradesh et j'ai été vendue ici. Vous vous souvenez pour combien? Pour 20 000 roupies. Vous connaissiez le sida? Vous aviez des rapports non protégés avec beaucoup de vos clients? Oui, c'est eux qui voulaient. Je suis de tout cœur avec vous. Merci de nous avoir parlé. Shukriya. L'Inde est le pays qui dépense le plus d'argent au monde dans les armes. Elle abrite plus de 55 milliardaires et elle alloue des milliards de dollars à son programme spatial. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi un pays aussi riche ne prend pas soin des mères de la nation. Le lendemain de notre rencontre, Devaki est décédée.